Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 16 février. 36e sommet de l'Union africaine, l'invitation accordée à l'entité sioniste au sein de l'UA annulée grâce à l'axe Alger-Pretoria. Palestine, la Cisjordanie sous pression sioniste, 24 Palestiniens arrêtés après l'incursion d'Al-Aqsa par les colons ce matin. En France, le mouvement de manifestation contre la réforme du régime de la retraite se poursuit pour la 5e journée. Les Français ne décolèrent pas. Et puis, 2 ans après le Brexit, quid de la situation économique? Les entreprises britanniques confrontées à un véritable choc depuis le divorce entre Londres et Bruxelles. Le 36e sommet de l'Union africaine se prépare, un sommet crucial prévu les samedis et dimanches prochains au siège de l'organisation à Addis Abeba. Il se tient, faut-il le souligner, alors que l'Afrique fait face à de nombreux défis, mais surtout dans un contexte géopolitique international des plus complexes. Le continent entend bien parler d'une seule voix pour se repositionner. Souad Ben Batouche. Une crise s'ajoute à une autre et l'Afrique doit réagir car il y va de sa survie. Le continent tant convoité doit faire face à plusieurs défis, notamment économiques, et ainsi faire entendre sa voix sur la scène internationale, et ce sur fond de guerre en Ukraine et ses conséquences sur le monde. Le thème principal du sommet africain 2023 est l'année de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf doit réunir plus d'1,3 milliard de personnes et devenir le plus grand marché mondial d'ici 2035. Elle doit aussi favoriser le commerce interafricain et attirer des investisseurs et ainsi sortir jusqu'à 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Les Africains sont d'accord et conscients qu'ils doivent jouer la complémentarité et atteindre l'abondance, et ce dans le cadre des objectifs de l'agenda de l'UA 2063. Les chefs d'État et de gouvernement doivent aussi se pencher sur des dossiers comme la sécurité alimentaire et le terrorisme, le fléau aggravé par le trafic de drogue, notamment dans la région du Sahel. Le continent est miné par de nombreux maux, mais la volonté de sortir la tête de l'eau y est. Et l'Algérie, reconnue pour être un véritable moteur du continent, compte bien jouer ce rôle. Elle mène en coulisses un intense travail diplomatique pour arracher la présidence de l'Union africaine en 2024. 40e sommet du comité d'orientation des chefs d'État du gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères algérien y a pris part en sa qualité de représentant du président de la République. Ramtana Mamra a également affirmé lors d'un entretien avec son homologue malien Abdoulaye Diop que l'Algérie poursuivait ses démarches visant à parvenir au consensus nécessaire entre toutes les parties maliennes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, ainsi qu'à renforcer leur adhésion dans ce cadre en vue de réaliser ces objectifs sur le terrain. Et dans le même contexte, la participation de l'entité sioniste au sommet de l'Union des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba samedi prochain a été annulée, et ce grâce au mouvement de pression exercé par l'Algérie et l'Afrique du Sud. Une décision devrait d'ailleurs être prise lors du sommet concernant la suppression du statut d'observateur de l'entité sioniste dans le bloc continental. Le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Sidati prend part dans sa première activité depuis sa nomination aux travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Il tiendra un certain nombre de réunions avec ses homologues africains sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que sur les différentes questions d'intérêt commun. En parallèle, le Royaume du Maroc use de tous les moyens pour faire expulser le Sahara occidental de l'organisation. Tinhina Makessi. Bien qu'affublée du triste sort de dernière colonie en Afrique, la République arabe sahraoui démocratique n'a jamais plié.
Un destin infligé pourtant par le plus improbable des auteurs, un autre pays africain depuis le 11 décembre 1975. Et dès lors, le Maroc se fait le relais des régimes coloniaux, pourtant vaincus par les mouvements de libération africaine. Et pour maintenir sa domination coloniale sur le territoire sahraoui, le régime du Maroc use de tous les moyens et sa diplomatie est tournée vers des objectifs belliqueux, risquant de déstabiliser non seulement la région, mais aussi le continent, notamment expulser le Sahara occidental de l'Union africaine, organisation dont elle est membre à part entière depuis 1982. C'est donc naturellement que la République sahraoui participe aux travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine en préparation de la 36e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation prévue le 18 et 19 février prochain, avec une forte délégation portée par le nouveau ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Sidati. Les manipulations du régime marocain pour contrer les percées diplomatiques sahraouis sont un secret de polichinelle. Et les scandales de pots de vin et malversations ne cessent d'éclabousser le royaume et sa diplomatie. Pour ne citer que la normalisation avec l'entité sioniste et la signature des accords d'Abraham, la tragédie de Sebta et Melilla en juin dernier, ou encore le scandale de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Lesotho Mangoti, corrompu en 2020 pour abandonner le soutien de son pays au Sahara occidental. En janvier 2023, ce dernier a d'ailleurs signé ce que l'on a appelé l'appel de Tanger. Rabat est également à l'origine d'autres malversations en direction d'un ministre sénégalais ou encore des diplomates de l'Union africaine. La corruption marocaine prend une dimension internationale avec le scandale du Marogate et semble s'être enlisée dans son propre piège. Au Bénin, les municipalités de Kobli et de Materi, frontalières du Togo et du Burkina Faso, ont pris des arrêtés pour interdire la circulation jusqu'à nouvel ordre des motos 2 et 3 roues de 21h à 6h du matin. Une interdiction due à la prolifération de l'activité de groupes armés dans la zone. La Côte d'Ivoire annonce la réouverture de ses frontières terrestres à compter de ce jeudi. Elles étaient fermées depuis le 22 mars 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19. Cette décision vise à mettre fin aux voies de passage clandestins et réorienter les voyageurs vers les passages officiels. Les possibilités d'investissement et le climat des affaires en Algérie et à Cuba ont été mises à l'avant lors du Forum économique algéro-cubain qui s'est tenu les 14 et 15 février dernier à La Havane. Les travaux ont été marqués par la signature du programme d'action du Conseil d'affaires algéro-cubain pour 2023 entre la Chambre algérienne du commerce et d'industrie et son homologue cubaine en vue de renforcer la coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux pays. Et je vous le disais en titre, au moins 24 Palestiniens ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi par les forces d'occupation sionistes dans plusieurs régions de la Cisjordanie occupée. Selon l'agence de presse palestinienne, des dizaines d'autres ont été asphyxiés par des gaz lacrymogènes à Ramallah. Sous une haute protection sécuritaire de la police d'occupation, des dizaines de colons ont pris d'assaut les cours de la mosquée Al-Aqsa, une incursion de plus qui vise à la judaïsation des lieux saints et de la vieille ville d'Al-Quds. Naïla Eid Hamouda. Les exactions sionistes contre le peuple palestinien ne faiblissent pas. La ville d'Al-Quds occupée est devenue la cible de provocations de plus en plus flagrantes. Sous une haute protection sioniste, des dizaines de colons, dont des étudiants des instituts talmudiques juifs, ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins, effectuant des tours de provocation et pratiquant des rituels talmudiques sur ces esplanades. Une démonstration de plus qui s'ajoute à des faits similaires quotidiens dont l'administration d'Al-Quds ne cesse de condamner. La police d'occupation a été déployée dans les cours d'Al-Aqsa lors de l'assaut des colons. Elle tente d'empêcher, comme à chaque fois, les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte en les fouillant et en leur imposant des restrictions à l'entrée du lieu saint de l'islam. La ville d'Al-Quds n'est pas la seule ville à être le théâtre de provocations et de violences. Les forces d'occupation sionistes ont par ailleurs fait exploser à l'aube le domicile familial du martyr Mohamed Kamal el-Ja'bari à Al-Khalil, dans le sud de la Cisjordanie occupée.
Selon Bassam El-Jabari, le cousin du martyr, la horde sauvage sioniste a encerclé la région de Qayzoun et y a encerclé la maison familiale du jeune palestinien assassiné en octobre dernier, tout en forçant des dizaines de personnes à évacuer leur foyer avant de mettre à terre la maison du martyr, endommageant plusieurs maisons voisines. Ces exactions et ces incursions de l'entité sioniste sont devenues le lot quotidien des Palestiniens, où qu'ils soient, à Ariha, à Ramallah et Al-Khalil. Aucune ville n'est épargnée et les arrestations ne se comptent plus. Ahmed Manasra, ce jeune Palestinien de 20 ans, croupi en prison depuis l'âge de 13 ans après avoir subi les pires atrocités infligées par ses bourreaux sionistes. L'affaire Manasra n'est que la partie apparente de l'iceberg. Ils sont des centaines d'enfants palestiniens arrêtés et emprisonnés sans jugement. Une plateforme internationale de soutien en ligne réclame la libération du jeune homme. Sohila Ekilel. Il n'avait que 13 ans lorsqu'il a été arrêté par la horde sioniste. Ahmed Manasra, 20 ans aujourd'hui, croupi depuis dans les geôles de l'occupant. Les 7 longues années passées derrière les barreaux ont altéré sa santé physique, mais également sa santé mentale, jugée préoccupante par les spécialistes. Vu les conditions de détention, l'isolement cellulaire continu et la torture psychologique qu'il subit depuis son arrestation. Selon les parents du jeune Palestinien, en 2022, il a été diagnostiqué schizophrène. Mais qui est donc Manasra ? Ahmed a été accusé d'avoir participé à une tentative d'attaque au couteau. Une vidéo de cette époque le montre jeté par la police et les colons sionistes sur les voies ferrées à Al-Quds Est, provoquant une fracture du crâne. Les photos révèlent ensuite Ahmed portant des menottes alors qu'il était dans un coma, branché à un respirateur artificiel aux soins intensifs. Des centaines de militants de paix et d'organisations américaines de défense des droits de l'homme se mobilisent depuis des années pour sensibiliser l'opinion internationale sur la gravité du cas Manasra et l'injustice dont il fait l'objet. Une campagne internationale se poursuit en ligne. Des vidéos et des photos du jeune détenu sont régulièrement publiées. Les appels internationaux, notamment onusiens, pour accélérer la libération du jeune Ahmed se multiplient, compte tenu de la dégradation de sa santé et de son état psychologique. À travers leur campagne, les militants veulent également attirer l'attention de la communauté internationale sur la question des enfants palestiniens qui croupissent dans les geôles de l'occupant, au vu et au su du monde, sans que l'entité sioniste ne soit inquiétée. Manasra fait partie des centaines d'enfants qui sont soumis chaque année à des arrestations arbitraires et à la torture dans les prisons de l'occupant, en plus de la politique de négligence médicale délibérée. Selon les derniers chiffres, leur nombre atteint actuellement les 160 enfants prisonniers. Ce nombre est en constante augmentation. Si aujourd'hui l'affaire Manasra a été rendue publique, combien de Manasra croupissent en prison dans l'anonymat le plus absolu ? La rue ne décolère pas dans l'Hexagone. Confronté à une vague de contestation, l'exécutif peine à faire passer la réforme des retraites, projet phare du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. L'opposition, quant à elle, est toujours déterminée à empêcher le projet d'aboutir. Safwan Ben Sabri. C'est devant une tâche difficile que se retrouve l'exécutif français. La réforme des retraites, projet phare du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, se retrouve confronté à une dure opposition, aussi présente dans l'hémicycle que dans la rue. La bataille fait rage au sein de l'Assemblée nationale sur les 20 articles qui composent la réforme des retraites. Seulement un a été passé par la majorité avec 181 voix pour et 163 contre. Le deuxième article a lui été rejeté par les députés par 256 voix. Celui-ci concernait le fameux index senior. Il exigeait des entreprises une totale transparence concernant leurs travailleurs âgés, une disposition rejetée notamment par la droite. Toujours est-il qu'il reste encore 18 articles. Pour le moment, rien ne garantit le passage de ces derniers. À titre d'exemple, la France insoumise a déposé pas moins de 11 000 amendements visant à modifier le texte, perturbant considérablement le projet de réforme. La rue, quant à elle, ne décolère pas. Ils étaient plus de 300 000 selon les organisateurs à Paris seulement, déterminés à peser sur les décisions de l'exécutif, non sans un certain ras-le-bol. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de monde qui participe au rassemblement. À Douai, c'est du jamais vu depuis 1995, ce qui veut dire qu'il y a un sentiment de ras-le-bol. Le bras de fer entre le pouvoir d'un côté, l'opposition
et les mouvements syndicaux de l'autre rend toute prévision difficile à établir quant au sort de la réforme tant souhaitée par le locataire de l'Élysée. C'est une première depuis le début du conflit il y a presque une année. Le chef de la diplomatie sioniste, Eli Cohen, est arrivé ce jeudi à Kiev. Il a rencontré son homologue ukrainien ainsi que le président Volodymyr Zelensky. Pour rappel, début février, le premier ministre de l'entité sioniste, Benjamin Netanyahou, avait déclaré que son pays envisageait une aide militaire pour l'Ukraine. Souvenez-vous, c'était au 1er janvier 2021 que le Brexit entrait officiellement en vigueur. 2 ans depuis le divorce entre Londres et Bruxelles semble peser lourd dans la balance des entreprises britanniques. En attendant de nouveaux débouchés à l'export et autres accords commerciaux, les conséquences du Brexit sur l'économie de la Grande-Bretagne laisseraient-elles envisager un avenir plutôt sombre pour les PME ainsi que pour la City? Élément de réponse avec Kherdin Batash. 113 milliards d'euros par an. C'est ce que coûterait le Brexit à la Grande-Bretagne à long terme. Ce fut l'un des divorces les plus retentissants de l'histoire. Le seul dont les tabloïds anglais ne s'étaient pas doutés avant 2013, année à laquelle l'ex-premier ministre David Cameron annonce l'organisation du fameux référendum qui, 7 ans plus tard, sera à l'origine du Brexit, la seule naissance possible d'un divorce. Un mariage entre la Grande-Bretagne et l'Europe qui durait depuis 1973 prenait officiellement fin le 1er janvier 2021. Et pourtant, c'était bien l'un des prédécesseurs de Cameron et pas des moindres, Winston Churchill, qui appela en 1946 à la naissance des États-Unis d'Europe. Entérinée par Theresa May, la séparation de Londres et de Bruxelles sonne comme un aveu d'échec outre-Manche. Devant le fait accompli, l'économie britannique s'apprêtait à connaître un chamboulement digne des années de la révolution industrielle. Mais très vite, ce qui devait être une opportunité pour les entreprises de la Grande-Bretagne semblait peu à peu se transformer en un cauchemar. Faire face aux énormes difficultés économiques qu'engendrait le Brexit, accentué par les 2 années de pandémie mondiale et un conflit militaire aux portes de l'Europe, s'avère plus compliqué que prévu. Pour Londres, c'est désormais 1 de perdue, 27 de perdus. Chiffre à l'appui, 77% des PME britanniques ont, selon The British Chamber of Commerce, déclaré que cela ne les aide pas à augmenter leurs ventes ou à développer leur activité. 56% ont des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles d'échange de biens, tandis que 45% ont exprimé des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles applicables au commerce des services. Et en attendant que le gouvernement trouve de nouveaux débouchés à l'export, notamment en Asie et en Afrique, la destination UE semble laisser place à une migration massive des entreprises britanniques vers l'oncle Sam. Le marché américain serait le principal bénéficiaire de la sortie de la Grande-Bretagne du marché unique. Du côté de l'investissement, la donne semble plus ou moins la même. Un décrochage au moment du Brexit et un écart de 11% à fin 2022 selon The Center for European Reform, soit une perte de 12 milliards de livres pour Londres. Le pays aurait aussi tiré un trait sur 15 milliards de livres en commerce de biens depuis sa sortie de l'Union. Les investissements des entreprises seraient en baisse de 20%. En 2023, la Grande-Bretagne pourrait donc être le seul pays du G20 à entrer en récession. Sport, football, les 2 représentants de l'Algérie en Ligue des champions africaine entameront dès demain la 2e journée du premier tour. Pour la JS Kabylie, les poulains de Miloud Hamdi aspirent à une victoire contre le Wydad Casablanca. Et pour la 2e affiche, il s'agit d'un autre derby maghrébin entre le CR Belouizdad et l'Espérance de Tunis. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.